Bonjour à toutes et à tous. Je n'ai pas pu faire cette vidéo plus tôt car j'ai récupéré mes enfants le 18 juillet et nous souhaitons en profiter un maximum. Et vous allez comprendre pourquoi. Aujourd'hui, donc, je veux revenir sur l'ordonnance JAF qui a été rendue le 16 juillet 2026. Je vais essayer de le faire calmement, même si cette décision me met profondément en colère. Parce que oui, je suis en colère, mais je veux rester dans la même ligne que depuis le début. Les faits, les pièces, la vérité et la dignité. Je ne veux pas faire une vidéo de haine, je veux faire une vidéo de lecture. Une lecture critique et factuelle. Une lecture de ce que cette décision dit, ce qu'elle reconnaît et surtout ce qu'elle refuse d'en tirer comme conséquence. Cette ordonnance, je la vis comme profondément injuste. Elle maintient en effet la résidence de mes enfants chez leur père. Elle rejette donc ma demande de transfert de résidence. Et pourtant, cette même décision reconnaît, noir sur blanc, des éléments extrêmement graves. Elle reconnaît que le père a rompu le lien entre mes enfants et moi pendant des mois. Elle reconnaît qu'il a refusé de me remettre mes enfants pendant des mois. Elle reconnaît cette ordonnance qu'il m'a refusé tout contact avec mes enfants pendant des mois. Et monsieur continue de maintenir cette position. Cette ordonnance reconnaît qu'il répond très peu à mes sollicitations et qu'il ne transmet pas les informations essentielles concernant les enfants. Et surtout, cette ordonnance donc, de jugement, il est écrit que cela constitue clairement un manquement à son devoir de respecter mes droits. Non, je vais le redire parce que c'est essentiel, parce que ce n'est pas seulement moi qui le dis, ce n'est pas seulement mon ressenti, ce n'est pas seulement une mère qui souffre. C'est écrit dans l'ordonnance. Le père a rompu le lien, le père n'a pas remis les enfants, le père a refusé tout contact, le père n'a pas transmis les informations essentielles. Et pourtant, malgré ce constat, la résidence reste fixée chez lui. Voilà la contradiction centrale. Donc, on reconnaît le manquement, mais on n'en tire pas les conséquences. On reconnaît que mes droits ont été bafoués, mais on me laisse m'accommoder des petites miettes. On reconnaît que les enfants ont été privés de leur maman pendant 10 mois, mais on considère que cela ne suffit pas. Et là, je pose une question simple. Si 10 mois de rupture de lien, 10 mois de non-représentation d'enfants, 10 mois d'informations non transmises, 10 mois d'entrave, de lien mère-enfant ne suffisent pas, alors qu'est-ce qui suffit? Cette décision est d'autant plus difficile à accepter qu'elle contient une autre contradiction. Quand je produis des tableaux, des SMS, des éléments pour démontrer mes alertes, y compris sur le plan médical, mais ça on ne le soulèvera absolument pas, l'ordonnance vient dire que certains messages ne sont pas tous parfaitement datés et que les destinataires ne sont pas toujours clairement identifiables, que les conversations ne sont pas toujours intégralement retranscrites. Donc, quand ces pièces servent à soutenir ma parole, leur force probante est minimisée. Mais quelques paragraphes plus loin, cette même décision s'appuie sur ces échanges pour constater que le père répond très peu et ne transmet pas les informations essentielles. Alors, je veux bien que l'on m'explique. Quand mes SMS servent à démontrer mes alertes, ils seraient insuffisants.
Mais quand ils servent à constater le comportement du père, ils deviennent exploitables. C'est cette logique à géométrie variable que je ne peux pas accepter. Et donc, je vais faire appel à ce jugement. Je vais faire appel parce que cette décision reconnaît des éléments graves, mais n'en tire pas du tout les conséquences. Je vais faire appel parce que mes enfants ont été privés de leur mère pendant 10 mois. Bien évidemment qu'il y a toujours des impacts psychologiques sur mes enfants, avec une grande souffrance et une grande peur de l'abandon. Les passages de bras quand ils doivent retourner chez le papa sont très difficiles. Ce sont des hurlements, la veille au soir, des pleurs, une incapacité, une impossibilité à s'endormir, car mes enfants ont juste peur d'une chose, de ne plus revoir maman, étant donné que papa continue de les empêcher de rentrer en communication avec leur mère. Donc je vais faire appel parce qu'évidemment l'ordonnance reconnaît malgré tout que le père a manqué à ses obligations, mais ils maintiennent malgré tout la résidence à son domicile. Je vais faire appel parce qu'on me reproche un prétendu comportement dénigrant envers le père, alors que je conteste ces éléments. Je sais me tenir, je ne dénigre pas le papa. Par contre, les SMS où monsieur me dénigrait, me menaçait, m'intimider, m'insulter, n'ont pas du tout été pris en compte. Monsieur donc a produit 2 attestations contre moi, affirmant que je dénigrais le père ouvertement. Donc ces attestations sont totalement fausses. J'avais d'ailleurs porté plainte contre ces 2 personnes. Plainte évidemment également classée sans suite. Ça fait partie de la longue liste de plaintes qu'on m'a classées. Mais bon, je ne vais pas tout exposer ici parce que cela relèvera du cadre judiciaire. Mais je le dis clairement, je vais demander à faire examiner ces éléments et je vais demander à faire examiner les contradictions. Ça se fera bien évidemment sur le plan pénal. Et surtout, je vais enfin pouvoir demander à faire examiner les enregistrements et les pièces dont je dispose. Car évidemment, la gendarmerie qui avait pris ma plainte à l'époque n'a pas pris mes enregistrements. Classement. Je ne vais pas laisser des affirmations me coller à la peau sans réagir. On me reproche une posture problématique, on me reproche d'alimenter le conflit, on me reproche d'être dans le dénigrement. Mais quand un parent demande des nouvelles de ses enfants, est-ce du conflit ? Quand un parent demande les informations scolaires, est-ce du conflit ? Quand un parent demande les informations médicales, est-ce du conflit ? Quand un parent demande simplement à exercer son autorité parentale, est-ce du conflit ? Et quand un parent refuse d'être effacé, est-ce également du conflit ? C'est là toute cette mécanique que je dénonce. Celui qui bloque, celui qui ne répond pas, celui qui ne transmet pas, celui qui prive l'autre parent du lien, et simplement rappeler à l'ordre pour la 2e fois déjà. La dernière fois, c'était dans le cadre de la demande en référé du 15 mai 2025. Mais par contre, le parent qui alerte, celui qui écrit, celui qui demande, celui qui insiste pour ne pas disparaître, devient le parent problématique. C'est une accusation totalement inversée. Et ça, je ne l'accepte plus. Je veux aussi parler d'école, parce qu'ils en font état dans l'ordonnance de jugement. Donc l'ordonnance reprend l'idée d'un conflit avec l'école. Mais là encore, je conteste la manière dont les choses sont présentées. Je rappelle que l'autorité parentale conjointe implique d'être informée de la scolarité, de la santé, de l'organisation des enfants. Donc quand une mère doit écrire, se déplacer, relancer, demander des cahiers, demander des informations, demander les carnets de santé, demander les comptes rendus médicaux, ce n'est pas du conflit. C'est l'exercice
normal de son autorité parentale. Donc je conteste les éléments qui me présentent comme conflictuels avec l'école. Je conteste leurs écrits qui ont été produits contre moi. Et là encore, je dispose d'éléments que je souhaite faire examiner. Et cela se fera également sur le plan pénal. Je ne vais pas transformer cette vidéo en procédure parallèle, mais je vais utiliser les voies de droit nécessaires. Parce qu'à un moment, il faut que chacun réponde de ce qu'il a écrit et qu'il prenne leurs responsabilités. Après, il y a quand même des points positifs dans cette ordonnance et je veux également en parler parce que c'est important. Donc, l'autorité parentale conjointe est rappelée, même si dans les faits, on permet que cette dernière ne soit pas appliquée. Il est rappelé que les deux parents doivent prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'école, la résidence et l'éducation. Il est rappelé que les parents doivent s'informer réciproquement sur la vie des enfants, école, santé, loisirs, vacances, traitements médicaux. Il est rappelé que les échanges entre les enfants et l'autre parent doivent être permis. Ce rappel est important. Parce que maintenant, c'est écrit. Il ne pourra plus dire que je demande trop. Il ne pourra plus être dit non plus que je n'ai pas à être informé. Et il ne pourra plus être dit que je dois me contenter de ne rien savoir. Je suis mère et j'exerce l'autorité parentale. J'ai les mêmes droits et les mêmes devoirs. L'ordonnance m'accorde aussi des appels en visioconférence, les mercredis et dimanches à 18h, sauf les jours de passage de bras. C'est une avancée. Mais soyons honnêtes, après 10 mois de rupture de lien, 2 appels vidéo par semaine ne réparent pas tout. Cela ne répare pas les mois perdus, cela ne répare pas l'absence, cela ne répare pas la souffrance et cela ne répare pas l'effacement. Mais c'est écrit et je veillerai à ce que ce soit respecté. Autre point. Pour les vacances, le père devra effectuer le trajet retour et récupérer les enfants devant le commissariat de Blagnac. Là encore, c'est important. Parce que jusqu'ici, les trajets, les passages de bras, les modalités pratiques ont été une source constante de tension. De mon côté, j'ai aucun problème à faire des kilomètres pour mes enfants. Je les ferai. Je les ai toujours faits. Mais je refuse que tout repose toujours sur moi. Je refuse que l'organisation soit pensée comme si ma fatigue, mon éloignement, ma réalité de vie n'existait pas. Et puis, il y a cette question des vacances d'été. L'ordonnance prévoit désormais que j'aurai juillet les années paires et août les années impaires. Depuis 2021, donc les années paires, j'avais la deuxième moitié des vacances. Là, au 16 juillet, on m'octroie tout le mois de juillet. Donc nous sommes en 2026, une année paire. L'ordonnance tombe le 16 juillet, donc sur le papier, j'ai tout le mois de juillet. Dans la réalité, la moitié du mois est déjà passée. Là encore, comment ne pas voir l'absurdité concrète? On me reconnaît un droit, mais on le fixe à une période déjà entamée. On me donne juillet, mais à partir de 16 juillet. Et on voudrait que je sois satisfaite. Je suis évidemment heureuse de pouvoir retrouver mes enfants. Je prendrai ce temps. Je le chérirai. Je ne vais pas cracher sur chaque minute avec eux. Mais je refuse de faire comme si cette organisation était logique. Et parce qu'elle ne l'est pas. Et pour Noël, on reste sur la deuxième période. Les années paires. Donc la logique devient illisible. On modifie l'été, on conserve Noël, on fait du cas par cas, sans que le sens soit clair. Et au milieu de tout ça, il y a les enfants. Parce que mon combat depuis le début, ce ne sont pas les procédures pour les procédures. Mon combat, ce sont mes enfants. Leur lien avec moi, leur stabilité, leur sécurité affective, leur droit à ne pas être privés de leur mère, le droit à ne pas être placés au milieu du conflit, leur droit à avoir 2 parents informés,
impliqués et respectés dans leur rôle. Cette ordonnance dit aussi qu'aucun élément récent ne permet d'objectiver un danger dans ma prise en charge matérielle et psychique des enfants. C'est important également. Elle dit aussi que mon implication et le lien d'attachement avec mes enfants ne sont pas remis en question. C'est important aussi. Parce que on a beaucoup tenté de me réduire à une posture conflictuelle, à une personnalité problématique, à une femme trop insistante, trop présente, trop dérangeante. Mais cette décision elle-même ne remet pas en question mon lien avec mes enfants. Et c'est aussi là-dessus que je vais m'appuyer. Je vais faire appel. Je dois trouver rapidement un avocat pour m'accompagner devant la cour d'appel et également donc lancer ce recours. Je sais que ce sera encore lourd, que ce sera encore coûteux, que ce sera encore épuisant. Mais je ne peux pas laisser cette décision en l'état. Je ne peux pas accepter qu'un manquement clair du père soit reconnu, mais que la conséquence soit si faible. Je ne peux pas accepter que 10 mois de rupture de lien n'aboutissent pas à une vraie remise en question du cadre. Ça ne fonctionne pas. Je ne peux pas accepter que mes alertes soient transformées en conflit. Je ne peux pas accepter que demander à être mère devienne une faute. Alors oui, je vais continuer. Je vais continuer à documenter, je vais continuer à parler, je vais continuer à produire les pièces, je vais continuer à demander que la chronologie soit regardée, je vais continuer à demander que les contradictions soient examinées. Et je vais aussi continuer à dire les choses avec dignité. Parce que je ne veux pas que ma colère soit utilisée contre moi. Je suis en colère, oui, mais ma colère est structurée. Ma colère, elle est documentée. Elle repose sur des pièces. Elle repose sur des décisions qui se contredisent. Et elle repose sur 10 mois sans mes enfants. Je ne demande pas un traitement de faveur. Je demande que les faits produisent des conséquences. Je demande que l'autorité parentale conjointe ne soit pas un simple rappel de principe. Je demande que le parent qui empêche le lien réponde de ses actes. Je demande que les enfants ne soient pas privés de leur mère au nom d'un prétendu conflit dont on rend toujours la mère responsable quand elle ose protester. Je le redis, je fais appel. Et dans l'attente, j'appliquerai la décision parce qu'elle est exécutoire. Mais l'appliquer ne veut pas dire l'accepter. Je vais récupérer chaque minute avec mes enfants. Je vais respecter le cadre. Je vais noter chaque difficulté. Je vais conserver chaque preuve, comme je l'ai toujours fait. Je vais demander chaque information à laquelle j'ai droit. Je vais exiger le respect de l'autorité parentale conjointe. Et je vais continuer à parler, parce que je sais que je ne suis pas seule. Combien de parents vivent cela ? Combien de mères et de pères sont privés de lien avec leurs enfants ? Combien doivent écrire, prouver, déposer plainte et recommencer ? Combien voient leurs alertes se retourner contre eux ? Combien finissent par être décrits comme conflictuels alors qu'ils demandent simplement que la décision de justice soit respectée ? Je veux que ma chaîne et ma page servent à cela. Mettre des mots sur des mécanismes, pas pour alimenter la haine, pas pour régler des comptes, mais pour documenter les faits, les pièces, la vérité et la dignité. C'est ma ligne et je vais la tenir. Encore une fois, merci à toutes celles et ceux qui me soutiennent. Merci à celles et ceux qui comprennent que derrière cette ordonnance, il y a des enfants, une mère, un lien, des années de combat et une injustice que je refuse de laisser sous silence. Donc, j'ai besoin de vous. Je recherche donc un avocat sur la juridiction de Riom, Clermont-Ferrand, qui serait engagé réellement pour soutenir et défendre ma cause. Donc, je vous remercie par avance pour vos recommandations. C'est dans la solidarité et ensemble qu'on peut tous avancer, réellement. Donc, je vais continuer et je ne me tairai plus.
Je vous embrasse et à bientôt.